Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je vais te le dire tout de suite, je suis pas tout seul. Salut Siegfried. Eh salut. Alors, tu vas pas tout de suite te présenter, on va y venir. Comme ça, tu sais que ça sera une émission à plusieurs. C'est juste, tu le sais, tu as l'habitude, avant de commencer, la première chose que tu as à faire, si tu l'as pas déjà fait, c'est de me laisser des étoiles là où tu écoutes cette émission et un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Le mieux, et c'est un comportement complètement sain de faire ça, c'est de prendre le téléphone d'un ami et de l'abonner sauvagement à cette émission parce que c'est comme ça que le podcast se diffuse et c'est la meilleure façon de me faire connaître. Après, comme d'habitude, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com et télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et puis si tu veux l'acheter directement, tu vas sur Amazon, la Fnac ou sur mon site aussi. Tu le prends, tu le reçois et tu peux le lire. Il y a 500 pages et il n'y a que des bons retours. Et j'en suis assez fier. Après, et toujours pareil, immobiliercompagnie.com, onglet programme. Tu peux soit prendre le programme 1 million, soit le programme 10 millions. C'est facile. Je t'aide à avoir 1 million, je t'aide à avoir 10 millions. Et il y a même un petit carré où tu peux cocher pour avoir 1 heure d'accompagnement avec moi. On est en contact et on travaille ensemble. Voilà, on est parti dans cette émission. Une émission un peu spéciale pour moi. Parce que Siegfried, on va parler... Entre autres, je pense qu'on va faire une émission qui va partir dans tous les sens, mais on va essayer quand même de se canaliser. J'aimerais qu'on parle des surdoués. Ah, ça va être éclectique, là, ça va être bien. Là. Immobilier et surdoué. Alors, je vais un peu teaser mon livre. Dans le livre, j'ai longtemps hésité. Ça a été un passage qui m'a arrêté dans l'écriture. En fait, à un moment donné de ma vie, j'étais en échec scolaire et je pensais que j'étais débile. Et le deal avec ma mère, c'est expliqué dans le livre. C'était en gros, ma mère me dit, tu vas passer un test. Et à l'issue de ce test, si jamais effectivement tu es débile, tu pourras arrêter l'école. Si tu l'es pas, tu devras continuer. Alors... C'est pas mal comme test, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est là. Moi, pour on a moi, envie d'être débile au début. J'aurais rêvé être débile. Ça n'a pas contribué à ce que je réussisse à l'école, mais ça m'a appris une chose sur moi, c'est que j'avais un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Donc quand tu passes le test, moi j'ai eu trois numéros en fait. C'était à l'époque, moi je sais pas si ça a changé. Siegfried va mieux nous expliquer tout ça. À l'époque, c'était sur 160 et j'ai eu 152, 150 et 156, un truc comme ça, avec une moyenne à 153 si j'ai bonne mémoire dans ces eaux-là. Le médecin, là, le psychologue, pardon, a expliqué à ma mère que je représentais 2 pour 1000 de la population, ce qui m'a absolument pas arrangé. Et ma mère s'est mis en tête que je continue l'école. Et la suite, tu la liras dans le bouquin. Si ça t'intéresse, ça ne sera pas du tout ce que tu crois. Dernier détail avant que je lance donc Siegfried sur le sujet. Et tu commenceras le sujet par le point que tu veux en fait. Je veux juste préciser ce point-là. Aujourd'hui, j'en parle un peu plus librement. Il faut savoir que j'en ai quand même assez honte, même encore maintenant. Je vais quand même le dire. C'est quelque chose qui n'est pas pour moi facile à dire. J'ai choisi de l'écrire et j'ai mis longtemps à savoir si j'allais le mettre ou pas. Pour une seule et bonne raison, c'est que je me suis dit, s'il y a des mecs dans la même situation que moi, j'ai envie qu'ils sachent que c'est pas une tare et qu'on peut arriver à vivre avec. Voilà. Alors c'est une émission spéciale pour moi parce que c'est un sujet que j'ai jamais abordé de nulle part. Donc voilà, je vais laisser la parole à Siegfried et qui va un peu mieux nous expliquer tout ça. Du coup, je te pose pas de questions, je te laisse y aller et je réagirai. Oui, mon prompteur, mais moi je marche pas si j'ai pas de prompteur, je sais pas quoi dire. Non, mais déjà, moi ce qui m'a super intéressé, c'est quand dans ton livre tu en parles. Donc déjà, comme tu le dis, faut avoir entre guillemets les couilles de le faire parce qu'en fait, c'est un sujet très tabou en France, notamment le fait de la surdouance, du haut potentiel. Et pourquoi? Pour une raison qui est très simple, c'est que premièrement, on imagine, on idéalise le surdoué comme on le voit dans les films, c'est-à-dire quelqu'un qu'on va dire, oh, tout le monde va applaudir, va dire, waouh, c'est un surdoué, waouh, il est fort, bravo, on va le féliciter, on va lui demander un orthographe, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'un surdoué, il va être mis de côté, il va être jalousé, on va se moquer de lui à l'école, lui-même va se sentir dévalorisé, donc en fait, il y a un effet miroir négatif quand on est surdoué et quand on l'annonce aux gens, parce que, effectivement, la nature humaine n'est pas si bienveillante que ça quand on est différent. Et donc, il y a ce phénomène qui fait que les gens, quand ils voient un surdoué en face d'eux, soit ils se sentent attaqués parce qu'ils se sentent inférieurs, soit ils se sentent mis à découvert. Bref, c'est différent. Donc, si c'est différent, c'est dangereux. Et comme c'est dangereux, on rejette le surdoué. Et donc, effectivement, quand on dit qu'on est surdoué, en général, au début, c'est « Ah, c'est super !» Mais bon, écoute, pas trop près de moi, hein, tu t'éloignes un petit peu parce que ça ne m'intéresse pas ton truc. Donc effectivement, d'en parler,
notamment en France, je comprends quand tu dis le mot j'ai un peu honte, parce qu'on a honte de le dire, parce que soit on va être classifié comme le super génie qui fait tous les calculs rapidement, et donc le singe savant qui est un peu con-con, ou soit le mec dangereux donc qu'on va rejeter facilement. Donc c'est vrai qu'il y a ce paradoxe-là dans le haut potentiel, et il faut avoir les couilles de le dire qu'on l'est. Ben, en fait, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, et je vais même aller plus loin, c'est que surdoué, ça donne une connotation finalement de facilité. Quand on l'est, en fait, au contraire, en plus, on n'a pas. Moi, en tout cas, j'estime que j'ai pas des facilités, en fait. Comme j'apprends différemment des autres, et comme la norme, c'est pas la mienne, tout ce qui est de la vie courante est très différent de ma perception à moi, de ce que les gens en perçoivent. Et donc, tout est beaucoup plus compliqué pour moi. Donc, du coup, c'est l'espèce d'antagonisme qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que d'un côté, il y a cette partie où, comme tu dis, le singe savant qui peut compter super vite, et alors qu'en fait, dans la réalité, quand toi tu le vis, c'est en fait plutôt l'inverse, quoi. C'est un peu comme être gaucher, en fait. Aujourd'hui, on vit dans un monde de droitiers, et en fait, psychologiquement, je me sens comme un gaucher, mais dans la tête, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu regardes, on est vraiment dans un monde de droitiers, et les gauchers, ils doivent adapter le monde à eux, en fait, parce que le monde a été fait pour les droitiers. Et bien là, c'est pareil, en fait. Il y a un mode de pensée général qui n'est pas le nôtre, parce que je suis pas seul. Et ce monde de pensée générale, nous, on doit l'adapter pour que moi, j'arrive. Moi, des fois, ma mère, elle me parle, je comprends pas ce qu'elle me dit, sincèrement. Et parce que je le pense à l'envers, en fait, de ce qu'elle dit. C'est pas méchant, en fait. Ouais. C'est juste que je pense pas comme ça, en fait. Et du coup, ce temps d'adaptation crée une longueur qui, quand on dit le mot surdoué, n'a pas lieu d'exister, en fait. Un surdoué, prompto, tu vois, ça doit aller vite, en fait. Alors que, justement, non. Et voilà. Et il y a un double paradoxe, puisque là on est dans ton podcast et on parle d'immobilier, on parle de business, et on a un double paradoxe quand on est, entre guillemets, on va dire surdoué pour que tout le monde comprenne, et quand on est entrepreneur. Parce que ce sont deux espèces qui sont, qui sont un petit peu chassées en France. Tu vois, on va faire un lâcher d'entrepreneurs surdoués, puis on leur tire dessus en fait avec un coup de fusil, parce que ce sont des métiers qui sont pas courants, on va dire, et qui sont compliqués. Et en plus, quand on a de la réussite, notamment en France, c'est encore une fois, dans les films, c'est bien vu d'avoir de la réussite, mais dans la réalité, quand on est un entrepreneur qui réussit, on est mal vu parce qu'entre guillemets, on est le pourri de riche qui profite des autres. Bon, ça, c'est une mentalité, on pourra en parler pendant des heures. Mais ce qui fait qu'il y a un truc qui est super intéressant par rapport à ça, et notamment dans ton émission, c'est de dire, oui, effectivement, les surdoués existent, c'est un fait, mais pour qu'un surdoué s'épanouisse, la meilleure des manières, et moi c'est ce que je défends, c'est que le surdoué doit être entrepreneur. Parce que c'est le seul moyen pour lui de travailler à sa vitesse, de travailler avec les gens avec qui il a envie de travailler, et de s'exprimer comme il a envie de s'exprimer. Donc c'est l'exutoire par excellence pour un surdoué d'être entrepreneur. Mais seulement, le problème qu'il y a, c'est que comme le surdoué passe à travers tellement de filtres négatifs, qu'avant qu'il arrive à être entrepreneur, il est arrêté bien avant par comme on en discutait hors ligne, par la société, par ses parents, par etc. Le contexte. Et ce qui fait qu'en fait, le surdoué, il reste dévalorisé, comme on disait, petit caissier dans un supermarché. Alors non, mais il y a rien contre les caissiers. Mais bon. Non, voilà, on a parlé des caissiers juste avant. C'est pour ça que tu prends cet exemple. C'est un lien avec la discussion qu'on a eu avant. Ça fait pas rêver. Mais je vais appuyer sur ce que tu appuies. Je dirais qu'il y a une grande frustration parce que paradoxalement, tu vois bien à des petits détails qu'il y a des choses, et il faut quand même que je le reconnaisse. Moi, je vois quand même aussi que j'ai des facilités, notamment sur la mémoire. Tu vois, des fois, je parle avec mes copains, je leur sors des trucs, ils me disent putain, mais je m'en rappelais pas, quoi. Et je me rappelle de trucs. Alors, si ma femme était là, elle dirait que c'est pas forcément vrai. Je me rappelle de ce que je veux me rappeler, c'est vrai aussi. Mais quand je décide de me rappeler de quelque chose, je m'en rappelle pour très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a des trucs où paradoxalement, tu vois bien que effectivement, tu as des facilités. Et du coup, il y a cette espèce de tu te sens décalé en fait. Et c'est vrai, moi je suis complètement d'accord avec toi. Les surdoués devraient être entrepreneurs s'ils n'avaient pas autant peur d'échouer et s'ils n'avaient pas autant de problèmes avec l'argent. Parce qu'il y a aussi ces deux points-là qu'il faut quand même préciser. C'est qu'il y a une énorme peur je pense qu'il y a une peur d'échec qui est aussi due, pareil, à la qualification de surdoué, surtout quand on le sait en fait. Parce qu'on se dit qu'on porte sur ses épaules finalement un peu les espoirs du coup, tu as la sensation, je pense que c'est faux, enfin, je sais pas d'ailleurs, moi j'ai pas eu cette sensation, j'ai pas eu le luxe de me poser ces questions-là, mais je pense qu'on a la sensation à un moment donné de se dire que nos parents ou les gens qu'on a derrière nous attendent quelque chose d'élevé de notre part, et on a toujours cette espèce de peur de pas y arriver à satisfaire notre entourage. Et puis, je pense que les surdoués, moi je peux en parler,
Les surdoués ont un problème avec l'argent. Moi, encore, je parle au présent, j'ai encore un problème avec l'argent. J'aurai toute ma vie un problème avec l'argent. Oui. Mais je vis avec. Et tu te soignes. Non, je l'ignore en fait. Tu ignores. Je l'ignore. Après, je vais pas dire que j'ai pas des rechutes, mais je l'ignore. Et c'est marrant parce que quand je me suis lancé sur Internet, je me suis reconfronté à ce problème en fait, que j'ai plus en immobilier parce que l'immobilier ça fait longtemps et c'est devenu usuel en fait. Ça fait partie du jeu et j'ai beaucoup moins de problèmes avec l'immobilier parce que voilà, c'est mon métier de base. Mais c'est vrai qu'avec Internet, je me suis retrouvé confronté à ça. C'était Alors rigolo. quand tu dis que tu as un problème avec l'argent, c'est quoi que tu qualifies le problème avec l'argent en fait? C'est le thermostat financier? En fait, tu vois, c'est marrant quand on parle d'immobilier, pour moi, j'ai aucun problème pour moi, c'est logique en fait que je te demande un loyer, que je te vende un appartement. Comme je connais mon marché, que je connais les prix, j'ai pas de problème en fait. J'arriverai plus à t'expliquer pourquoi. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû réussir à dépasser ça et ça me semble logique. Et quand je me suis lancé sur Internet et qu'il a fallu que je propose mes premiers programmes en ligne, j'étais mal à l'aise. Et je m'en rappelle comme c'était hier. Donc c'est le rapport avec l'argent en fait. Ouais, je me disais. Je voyais pas qu'est-ce qui justifiait que je pouvais demander autant d'argent alors qu'on parle de mon premier programme en ligne, c'est 97 € quoi. Ouais. Ça fait sourire et j'apprenais à créer c'était la première fois que je sortais la SCI. Je l'ai sorti une semaine parce que j'avais été accompagné sur ce lancement de premier produit parce que je l'avais jamais fait, j'avais pris quelqu'un et il se foutait de moi parce que en fait pour le service que je proposais, si tu prenais un professionnel, ça te coûtait entre 500 et 1500 € et la moyenne c'est 900 €. Donc il m'a dit, tu te rends compte, à un moment donné il m'a dit sinon donne-le, il m'a dit on arrête tu vois, c'était tu dévalorises le produit après. Exactement, le produit n'était pas à sa valeur. Ouais, d'accord. Ouais, mais c'est vrai que ça. Alors, ça, on n'a pas défini ce que c'est qu'un surdoué pour que tout le monde comprenne, mais c'est vrai qu'il y a des signes comme ça, notamment ceux-là où il y a une certaine éthique, une certaine valeur morale chez les surdoués qui font qu'on a ce problème de rapport avec l'argent, parce que l'argent est un petit peu immoral, c'est un petit peu abstrait comme ça. Et donc, c'est vrai qu'on tombe sur des problèmes comme ça chez les surdoués qui ont ce problème de rapport avec l'argent, parce que pour eux, soit ça les dépasse, c'est-à-dire que c'est un truc, c'est même pas, ça n'existe pas dans le rapport qu'on devrait avoir entre humains, ou alors, en fait, c'est un truc très tabou parce que pourquoi par bienveillance, je ferais payer des choses alors qu'en fait, je peux aider les gens. Il y a cette notion beaucoup d'aide chez les surdoués. Donc, pour vraiment me faire le point par rapport à ça, un surdoué, en deux, trois mots, un surdoué, c'est pas un singe savant. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va réciter le dictionnaire de A à Z en mettant toutes les définitions. Ça, c'est pas un surdoué, c'est quelqu'un qui a appris le dictionnaire, c'est quelqu'un qui est brillant. Un surdoué, c'est quelqu'un qui a une façon qualitative différente de penser en fait. Donc c'est pas en quantité, c'est pas la personne qui va accumuler une quantité de données incroyable, c'est quelqu'un qui va utiliser les données de manière qualitativement différente. On parle beaucoup de pensée en arborescence, on parle beaucoup de manières différentes de réagir, on parle beaucoup... Voilà, il y a toute une définition qui est très loin de ce qu'on peut imaginer du génie qui, dès la naissance, est capable d'écrire une équation de physique quantique, un truc comme ça. Ça, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas. Donc le surdoué est très loin de cette définition qu'on peut avoir du génie, qui sait tout, qui fait des maths facilement, etc. Tout ça. Au contraire, des fois, les surdoués sont très mauvais en maths, sont très mauvais dans d'autres matières. Et tu le disais très bien d'ailleurs tout à l'heure, tu dis, moi, je retiens beaucoup de choses lorsque ça m'intéresse. Et c'est le propre du surefficient d'être hyper spécifique dans ce qu'il aime et d'être hyper performant dans ce qu'il aime. Par contre, le reste, il va être nul à chier parce que ça ne l'intéresse pas et il va y avoir des différences comme ça énormes de niveau. On appelle ça un problème hétérogène, je veux dire, voilà. C'est un problème d'être pas assez hétérogène dans ses qualités. Et donc le surdoué, il est rempli de paradoxes comme ça et c'est pour ça que les surdoués se dévalorisent en permanence parce qu'ils se sentent mauvais par rapport à la norme. Et c'est pour ça que les surdoués se reconnaissent difficilement eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils se retrouvent en disant, moi à l'école j'ai toujours été nul, moi en société je suis nul, moi en relation sociale je suis nul, tout ça, parce qu'il y a un fonctionnement qualitativement différent de faire, qui font que, comme on ne correspond pas à la norme, on est anormal, et donc on est moins bon que le reste, et donc impossible qu'on soit surdoué, en fait. Donc il y a une grosse partie de gens qui sont surdoués qui ne le savent pas, et qui même pensent être, entre guillemets, débiles, parce qu'à l'école, ils étaient nuls en maths, parce qu'à l'école, ils étaient nuls en géo, parce qu'en relation amoureuse, ils sont nuls. Donc, voilà, ils font qu'à la fin, le résultat, c'est que comme je suis nul, je suis profondément débile. Donc, je ne peux pas être surefficient. Alors qu'il y a une certaine partie, et les statistiques nous le montrent, il y a plus de 2% des gens qui sont surdoués, donc 2 personnes sur 100, donc si je vais dans la rue, que je crois 100 personnes, il y en a 2 qui sont obligatoirement surdoués, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine, que ce qu'on croit. Mais seulement,
c'est très difficile qu'une personne se pose la question en se disant « Ah tiens, et si tous mes problèmes, en fait, venaient du fait que j'étais surdoué ?» Et c'est plutôt le problème inverse, et si tous mes problèmes venaient plutôt que je sois débile, tu vois. C'est en général ça la question qu'on se pose. Ouais, mais je vais rebondir sur plusieurs choses que tu viens de dire. Il y a une chose que j'ajouterais juste aussi, ça peut peut-être aider les personnes qui nous écoutent si jamais ils veulent se conforter. Je dirais aussi que je suis tout à fait d'accord avec la notion d'entraide que tu dis. Moi, j'ai toujours été beaucoup dans l'entraide. J'ai toujours, voilà, ça m'a jamais. Enfin, ouais, c'est vrai que je pense que c'est ce qui me bloque des fois avec la finance, parce que du coup, tu te dis, bah, je peux aussi aider les gens, quoi. Et j'ai déjà donné des choses à des gens, hein, et je suis malheureux de devoir le reconnaître, mais j'ai donné plein de choses dans ma vie à des gens autour de moi. Et quand tu donnes, en fait, c'est malheureux, mais les gens ne font pas, en fait. C'est triste. J'aimerais que ce soit différent. Moi, on m'a déjà donné des trucs, je peux t'assurer que je m'en suis servi, ou que si je prends un programme en ligne, par exemple, on m'a déjà donné un programme en ligne, ben je l'ai suivi. On m'a déjà donné des bouquins, ben je les ai lus. Mais il y a plein de gens, malheureusement, autour de moi qui j'ai donné des trucs, et je sais qu'ils n'ont rien fait. Et ils me le disent. Ils me voient, ils me disent, et c'est vrai que j'en suis arrivé à la triste conclusion. Je continue à aider les gens, mais je sais que ça n'aura jamais la même valeur et la même utilité que si c'est payé. Bon, bref, c'est pas de ça dont je voulais parler. Ce que je voulais te dire, c'est une chose que je veux ajouter, c'est la sensibilité. Je dirais qu'il y a une sensibilité aussi qui est poussée. Qui est poussé à son paroxysme pour ce genre de profil. Moi, en tout cas, je me vois comme quelqu'un de sensible, qui se soigne, parce que je pense que j'aime l'humanité de manière générale. Après, il y a des choses qui me révoltent, et puis il y a des choses qui me comblent de joie, mais de manière générale, j'aime les êtres humains, peu importe ce qu'ils font dans la vie. Et cette sensibilité aussi, elle vient compliquer des fois les relations que peuvent avoir les personnes avec un haut potentiel, avec leur entourage. Et je voulais aussi ajouter une chose à tout ce que tu as dit. Moi, j'ai passé un test, donc j'étais en 3e, je me rappelle vraiment très très bien du test. Et j'ai lu un livre longtemps après sur les surdoués. Et c'est en lisant le bouquin que longtemps après, hein, que ça m'a vraiment... ça m'a fait quelque chose en lisant le livre, plus encore que le test et la suite de ma vie, en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est en lisant le livre et en voyant des caractéristiques, en ayant des explications. Et j'ai découvert dans ce bouquin, j'ai découvert le Mensa. D'ailleurs, on a déjà échangé sur le sujet. Et voilà. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Voilà. À un moment donné, j'en ai eu besoin, ça m'a fait du bien. C'est une des caractéristiques très propres des hauts potentiels, parce qu'il y a deux... Les psychologues caractérisent en 2 types de hauts potentiels, les surdoués, les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels. Moi, je dis que c'est la connerie, c'est les mêmes, et les faits le prouvent, c'est-à-dire que tous les hauts potentiels, tous les surdoués, sont des gens qui ont une hyper-empathie, une hypersensibilité énorme. Le problème, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est un problème de contexte. Quand tu te retrouves gamin à l'école et que tu es hypersensible, cette hypersensibilité devient une hypervulnérabilité. Et donc, tu te retrouves confronté aux camarades qui, on le sait très bien, la cour d'école, c'est la jungle, donc on s'attaque sans arrêt. Ça devient une faille dans laquelle on t'attaque et dans laquelle tu te sens rabaissé. Donc, le phénomène réflexe, c'est je suis hypersensible, donc ça m'amène que de la merde. Donc, il faut que je barricade cette hypersensibilité pour pas me faire attaquer. Et donc, on se retrouve gamin à se mettre des couches de béton armé ou de titane autour de soi, autour de sa sensibilité, pour justement ne plus être attaqué par cette hypersensibilité. Et ce qui se passe dans le meilleur des cas, c'est qu'on se construit ce qu'on appelle en psychologie un faux self, c'est-à-dire qu'un faux visage dans lequel on va être moins hypersensible et moins réagir émotionnellement. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais dans le pire des cas, c'est lorsqu'on se coupe totalement de ses émotions. Et ça arrive dans certains cas de haut potentiel et plus fréquemment, où il y a une coupure totale des émotions, c'est-à-dire que les émotions ne passent plus du tout. Alors, on ressent les choses quand même, hein, mais il va y avoir une déconnexion entre l'intellect et les émotions, ce qui fait qu'en fait, on devient en quelque sorte, pas un robot, tu vois, mais on est plus à l'aise avec un ordinateur qu'une relation sociale avec quelqu'un, parce qu'en fait, quelqu'un peut se couper le bras devant toi, tu vas le regarder, et puis tu vas dire, merde, il s'est coupé le bras, tu vois. Alors qu'en fait, la réaction émotionnelle normale, c'est putain, merde, il s'est coupé le bras, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en fait, là, tu dis merde, il s'est coupé le bras, il faut que j'appelle les pompiers, je vais faire le 112, mais avec un sang-froid incroyable, parce qu'en fait, il y a eu une coupure des émotions au moment pour se protéger. Et c'est un des problèmes des hauts potentiels, c'est justement cette barricade qui fait qu'à un moment de leur vie, quand ils arrivent à 30, 40, 50 ans, cette cocotte minute, ça fait des années qu'il la barricade, et à un moment, paf, ça pète, parce que les émotions ont besoin de s'exprimer, et ça devient problématique. Alors qu'en fait, si on fait le bilan de tout ça, l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle vont de pair pour fonctionner. Et je dirais même que l'intelligence émotionnelle est bien plus rapide que l'intelligence intellectuelle,
parce qu'elle va capter des choses différemment, des ambiances, des informations bien plus rapidement que l'intellect. Et ce qui fait que souvent, on prend des décisions intellectuelles qui vont demander beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, alors qu'en fait, émotionnellement, si on s'interroge, on a la réponse tout de suite. Tu vois, par exemple, dans l'immobilier, tiens, cette maison... ce projet immobilier, est-ce que je l'achète? Alors attends, je prends une feuille, je tire le trait, le plus, le négatif, les budgets, tout ça. Alors qu'en fait, si tu interroges ton émotion, ton enfant intérieur avant de te couper, tu dis, est-ce que je le sens bien ce truc? Est-ce que je vais me faire kiffer là-dedans? Est-ce qu'il est... Non, allez, je le fais pas. Et tu sais que la réponse, elle est immédiate. Alors si tu dis, putain, ouais, ça va me faire kiffer, je le sens bien ce truc. Émotionnellement, tu sais que tu as une réponse déjà quasiment sûre que ça va bien se passer. Donc c'est vrai que ce problème-là, cette hypersensibilité qu'ont les hauts potentiels, les coupe souvent de décisions beaucoup plus rapides, d'avancer dans leur vie de manière beaucoup plus rapide, et aussi les coupe d'une vie sociale beaucoup plus épanouie, parce que quand tu as beaucoup moins d'émotions, bah, tu es beaucoup moins épanoui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que là, je vais te poser une question maintenant. Est-ce que tu penses que tout ce que tu vois maintenant avec les hauts potentiels, ça peut avoir une utilité pour les personnes qui nous écoutent? Est-ce que tu penses que de tout ça, tu en as tiré, tu vois, alors, on va quand même un peu cadrer ce que tu fais aujourd'hui. Sur Internet, tu as une activité autour de ça. Mm-hmm. Tu as l'université des hauts potentiels, Ouais, si on te cherche, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que, au demeurant, bon, on en parle de surdoué, ça peut ne pas intéresser les gens qui nous écoutent, est-ce que tu crois qu'il y a des choses quand même à en tirer qui peuvent être réadaptables ou réutilisées pour tout un chacun? Oui, alors je vais être très clivant là-dessus. Je vais cliver l'audience, je vais cliver ton audience, c'est la moitié qui vont se désabonner. Non, c'est pas grave. Je vais être clivant, mais c'est un clivage bienveillant en fait. On va séparer, on va faire de manière très grossière, on va dire qu'il y a les normaux pensants et les surdoués. Voilà, c'est un raccourci énorme que je prends, mais c'est pour schématiser le truc. Les surdoués ne sont que des normaux pensants qui ont eu la possibilité de penser différemment. Mais tout le monde a cette capacité-là. Donc les normaux pensants pourraient être des hauts potentiels s'ils avaient eu le contexte, les parents, etc. On ne va pas rentrer dans le truc, mais voilà. Tout le monde pourrait avoir ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a ces deux clans. Il y a les normaux pensants et les surdoués. Les surdoués, selon mon expérience, ce que j'ai étudié et selon mes valeurs, sont les seules personnes qui sont capables vraiment de faire changer le monde. J'ai rarement vu dans ma carrière, dans tout ce que j'ai lu sur les personnes qui ont vraiment fait avancer les choses, j'ai rarement vu des gens normaux dedans. Tous les grands penseurs, les grands philosophes, les grands religieux, les grands mystiques, tout ce qu'on veut, tout ce qui ont fait avancer l'humanité, je pense qu'à 99,7% étaient des hauts potentiels, étaient des surdoués, parce que ils ont cette capacité à penser outside the box, en dehors de la boîte, à penser différemment, à innover, à avoir émotionnellement, on parle aussi des artistes, je ne parle pas que de la créativité, je parle des créations artistiques, les tableaux, la sculpture, sont des gens qui sont différents et qui font avancer les choses. Un normaux pensant, et c'est là où je vais être clivant, je suis désolé, mais un normaux pensant, c'est un petit peu comme comment dire, je vais essayer de ne pas trouver des mots trop durs, parce que sinon, tu vas avoir des commentaires, gens qui vont dire, mais c'est qui cet enfoiré de Siegfried? C'est un petit peu la masse, c'est le troupeau, voilà. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très bien, mais il y a le troupeau, et il y a ceux qui vont mener le troupeau. Et je pense que, malheureusement, dans les normaux pensants, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur zone de confort, qui y sont bien, et c'est très bien, il en faut aussi. Mais c'est pas dans ce genre-là qu'on va trouver des gens qui vont dire « Eh non !» c'est la connerie ce qu'on fait actuellement là. Quand on regarde l'écologie, il y a une solution pour sortir de là, tu vois. Au lieu d'utiliser des voitures au gasoil, on peut peut-être faire des voitures électriques, tu vois. Mais ça, un normaux pensant, entre guillemets, va dire « Oui, ça c'est super, hein. Ça c'est super. » Mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va être démangé intérieurement? Est-ce que ça va le brûler au niveau de ses valeurs pour dire « Putain, il faut que je le fasse, quoi ?» Je pense pas, parce que un normaux pensant, il va être dans une bulle sociale, une bulle relationnelle qui font qu'il va valider, il va dire c'est bien, il va même peut-être mettre de l'argent dedans, mais c'est pas lui qui va prendre l'élan de le faire, parce qu'il n'est pas brûlé intérieurement, il n'est pas brûlé intellectuellement par le besoin catégorique de le faire. Voilà. Donc tu penses que les personnes entre guillemets normales auraient intérêt de travailler avec des personnes oui, voilà, à s'épanouir dans des projets qui sont des projets originaux qui font avancer l'humanité. Parce que moi j'ai une vision de tout ça qui est que quand on regarde notre ADN, c'est inscrit au plus profond de notre ADN qu'on doit naître, apprendre des choses, améliorer des choses et les transmettre. Ça c'est inscrit dans notre ADN, c'est comme ça.
Donc, à partir du moment où on brise ce rythme-là, on brise cette séquence-là dans notre vie, si on se dit, bah, ok, donc je nais, j'apprends des choses dans ma vie, mais j'arrête là. Tu vois, donc, ni j'essaie de les améliorer, ni j'essaie de les transmettre. Pour moi, dans ma vision, on brise le rythme de la vie, on brise le rythme de l'évolution. Donc, un normopensant va faire ça, va dire, ok, je vis au monde, je vais gagner une expertise, et je m'arrête là. Bon, moi, on arrête le rythme de la vie. Un haut potentiel va dire, ok, je vis au monde, je gagne une expertise, je veux l'améliorer, il y a une autre façon de faire pour que ça fasse mieux, pour que ça fasse plus vite, pour que ça fasse de manière plus pertinente, pour que ça aide les autres, et après, je veux absolument le transmettre à mes enfants, à d'autres, former des gens, etc. Tout ça. Et il y a une transmission qui se fait. Donc c'est vrai que les normopensants sont comment dire, les bons ingrédients de la recette pour travailler avec des hauts potentiels, et je ne mets pas dedans de jugement de valeur qui sont supérieurs ou inférieurs. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Un surefficient tout seul, ça va être bien, mais il va être perdu, et s'il n'a pas des normopensants pour bosser avec lui, pour parfois le canaliser, il ne va rien faire non plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est pas du tout je ne veux pas dire qu'il y a des bons et les mauvais. C'est fait pour travailler ensemble, mais je pense que l'humanité a besoin des surefficients pour évoluer positivement. Moi, j'utilise une analogie dans le monde du cinéma avec les X-Men. Pour ceux qui connaissent un petit peu les X-Men, je fais rapidement l'histoire. Les X-Men, ce sont des gens qui ont des super pouvoirs, qui ont une mutation génétique. Donc soit ils deviennent transparents, soit ils peuvent voler, soit ils crachent du feu. Bon là, c'est du cinéma. Mais quand ils sont dans la société isolée, ils sont rejetés parce qu'ils sont différents. Donc tout le monde dit ah putain regarde ça, il a la peau bleue, c'est un putain de mutant, c'est un truc. Donc ils se retrouvent rejetés. Par contre, quand ils sont récupérés dans l'université du professeur Xavier, qui leur apprend à canaliser leurs dons et à l'utiliser, après ces X-Men, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils reviennent dans le monde pour aider les gens justement à sauver l'humanité parce que ce sont les seuls qui ont les pouvoirs de le faire. Mais moi, c'est exactement cette métaphore-là, se dire que les hauts potentiels, ils ont cette capacité-là, ils sont rejetés de manière individuelle en société, mais par contre, c'est une des possibilités, s'ils arrivent à canaliser leur potentiel et canaliser leur potentiel, à revenir aider l'humanité pour le bien de l'humanité générale, pour les normopensants, pour tout le monde. Ouais. Donc, mais seulement, encore faut-il que ces surefficients, on puisse les trouver, on puisse les diagnostiquer et on puisse les aider, puisqu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. C'est marrant que tu me parles de ça, ça va me faire une bonne transition. Moi, je suis allé voir un psy, il y a plein de tests qui pullulent sur Internet en ligne. J'ai découvert, j'ai fait un test en ligne, je suis surdoué. Bon, moi, je sais pas à moi à dire c'est du bidon, c'est pas du bidon. Rapidement, parce que ça, c'est une partie un peu moins intéressante pour ceux qui nous écoutent, mais est-ce que tu peux expliquer ? Je sais que moi, le test que m'a fait passer ma mère, il a un nom, j'ai oublié d'ailleurs, et il te donne justement ces 3 valeurs. Et je sais je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Tu peux expliquer ? Alors, il y a 2 types de tests. Il y a un test pour les enfants, un test pour les adultes. C'est le test Weichler. Ça s'appelle le test Weiss 4 aujourd'hui, parce qu'il est amélioré toutes les 2 années en fait. Et c'est un test de quotient intellectuel. Ce test-là, c'est un des paramètres à prendre en compte pour la définition du haut potentiel. C'est pas le seul. Et c'est pas la panacée non plus. C'est-à-dire qu'un haut potentiel, on parle de test de QI par exemple, on sait que le QI, la norme est à peu près à 90, 100 de QI. Quand on est à 160, c'est le haut de l'échelle. Et un haut potentiel, un surdoué, on va dire que c'est à peu près de 125, 130, on passe dans la case des surdoués. Mais le problème des surdoués, c'est qu'ils sont parfois très hétérogènes. Parce que comme tu disais, le test, il y a plusieurs catégories. Il y a l'expression, se repérer dans l'espace. Bref, il y a plusieurs catégories. Et il se trouve que le haut potentiel, parfois, il va être excellent dans 3 catégories. Puis la 4e, il va être catastrophique. Et là, le psychologue dit, je suis désolé, je ne peux pas me prononcer parce que votre résultat est trop hétérogène. Donc je ne peux pas vous donner de QI et je ne peux pas dire si vous êtes au potentiel ou pas parce qu'il faut qu'on règle d'abord ce problème-là d'hétérogénéité, j'ai réussi à le dire, dans votre test, ce qui fait que je ne peux pas vous le dire. Donc ce test, il a une valeur d'aider à détecter, c'est parce que là, les psychologues ont besoin d'une norme pour que ce soit facile et réutilisable, mais ce n'est pas du tout la fin en soi de dire tiens, j'ai passé un test de QI chez un psychologue, il m'a dit que j'avais 115, donc je ne suis pas surdoué. Oui. Il se peut que tu sois surdoué, mais que ce jour-là, tu n'étais pas dans les conditions psychologiques prêt, tu étais un petit peu de stress, tout ça, ou alors le psychologue t'a dit ok, c'est très bien, mais je ne peux pas vous donner de résultat, donc tu repars avec la queue entre les potes en disant en fait j'ai fait tout ça pour rien, en plus ça coûte assez cher, ça coûte dans les 500 €, c'est un vrai test de QI. Et donc ce test n'est qu'un des éléments, voilà.
Il faut vraiment aller voir un spécialiste des hauts potentiels ou un psychologue ou un thérapeute qui va lui avoir la possibilité de diagnostiquer avec son expertise et à l'aide de tests comme le test de QI qu'on est au potentiel, mais c'est pas le test de QI qui va permettre de valider définitivement qu'on est au potentiel, parce que moi j'en ai beaucoup qui me disent je suis allé passer un test de QI, un test Weiss, je l'ai fait, le psy m'a dit que j'étais pas au potentiel, mais pourtant les caractéristiques je me reconnais totalement dedans. Et le problème qu'il y a, et moi je le sais en ayant étudié le problème, c'est que les psychologues dans leur cursus de formation ont, je crois, ces 5 heures de formation sur la haute potentialité. Donc, quand un psychologue sort qu'il a son diplôme, il n'est pas spécialisé dans le haut potentiel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Si quelqu'un vient de lui demander à son cabinet est-ce que je peux faire un dépistage, il va dire oui, parce qu'entre guillemets, c'est un client qui va peut-être lui rapporter une consultation, et donc il va dire ok, je vous le fais, puis ça va, on fait un test, il fait, mais sans avoir toute l'expertise qui va lui permettre de dépister réellement le comportement d'un haut potentiel. C'est pour ça que le test de QI, c'est très bien, mais moi je ne suis pas un gros défenseur du test de QI en lui-même tout seul. D'accord, il faut... Après, tu confirmes quand même, les tests en ligne, c'est du bullshit, quoi. Ah, c'est du bullshit à 99,999%. Il y en a un ou deux qui sont assez intéressants. L'avantage qu'on a aujourd'hui avec ces tests, c'est que on en parle plus. Et que la surdouance est même presque devenue un phénomène de mode. Oui, c'est vrai. Où les parents veulent que leurs enfants soient surdoués et où certaines personnes se disent tiens, si je vais pas bien, c'est que je suis surdoué. Ça, c'est le raccourci négatif. Mais l'avantage là-dedans, c'est que ça permet d'avoir une sensibilisation auprès de tout le monde, de dire que la surdouance existe, qu'il y a quand même 2,2% de la population qui est touchée par ça, et que donc, dans la rue, dans ton bâtiment aujourd'hui tu habites, dans ton immeuble, et obligatoirement, il y a un ou deux surdoués. C'est ça. Donc, ce qui fait que ça permet de se dire, ok, vu que c'est beaucoup plus généralisé, on sait que ça existe, et que donc, ça vaut le coup d'aller peut-être plus loin. C'est un petit peu comme les problèmes de cancer. On dit aujourd'hui il y a beaucoup plus de cancers. Non, mais c'est pas qu'il y a beaucoup plus de cancers. On les dépiste beaucoup plus facilement, les cancers. C'est ça. Alors qu'avant, il y en avait autant. Donc, c'est pas la même chose, quoi. Ça fait quand même 1,3 million de personnes qui sont potentiellement surdouées. C'est pareil. Voilà, quoi. C'est 1,3 million de personnes, ça fait un peu de monde quand même. Ça fait du monde, ouais. On va un peu changer de sujet pour pas parler que de ça. Oui. Donc bon, tu fais ça actuellement. T'es passé un petit peu par le marketing. Est-ce que je peux te parler on peut toucher 2-3 mots de marketing Internet, oui. Parce que tu as été... Carrément. Tu as été dans le marketing Internet. Est-ce que... qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, sur le marketing ? Si tu devais en parler aujourd'hui, tu dirais quoi, d'ailleurs ? Tiens, comme ça, à brûle-sur-point, sans avoir réfléchi, t'en penses quoi du marketing Internet ? Alors, on va parler du marketing francophone, parce qu'on va parler dans les français. Je pense que le marketing francophone est arrivé à un point qu'on va appeler de maturité, qui fait que aujourd'hui, en francophonie, tous les gens connaissent un petit peu, dans l'entrepreneuriat je parle, connaissent un petit peu le fonctionnement du marketing. Il y a quelques années en arrière, une quinzaine d'années en arrière, c'était un petit peu du chinois. Quand on disait marketing, on croyait que c'était juste l'emballage d'un produit, puis c'était tout, quoi. Aujourd'hui, les gens sont éduqués au fait qu'il y a des stratégies, au fait qu'il y a de la persuasion, au fait qu'il y a des séquences, qu'on peut utiliser les mailings. Donc tout le monde a un petit peu cette connaissance aujourd'hui, qui fait que le marché est arrivé à une certaine maturité. Et qui dit maturité dit tous les excès possibles. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont être très bien, très éthiques, avec des très bonnes méthodes, et tu vas avoir leur total opposé avec des gens qui sont pas éthiques du tout, avec des méthodes pourries et des trucs dégueulasses. Et on se retrouve comme on l'a eu à une époque, qu'on l'a peut-être encore aujourd'hui avec les garagistes. Alors attention, je jette pas la pierre aux garagistes, mais c'est parce que voilà, on a souvent ce mot-là à la bouche, qu'il y a les bons garagistes et les mauvais garagistes. Il y a ceux qui vont t'arnaquer, et il y a ceux qui vont te réparer la voiture juste pour ce qu'il faut changer. Aujourd'hui, on est arrivé à cette maturité du marché où dans le marketing, il y a de tout. Il y a des très bons marketeurs, très éthiques, qui vont vraiment aller dans la valeur du produit, la valeur humaine. Il y a des très mauvais marketeurs qui vont vendre de la merde et qui vont être capables de vendre n'importe quoi. Et le marketing, heureusement ou malheureusement, c'est un outil formidable qui permet de vendre tout. C'est-à-dire, c'est un peu comme la bombe atomique, l'énergie nucléaire. On peut faire une bombe atomique, on peut alimenter une centrale nucléaire et faire l'électricité. Le marketing, on peut très bien vendre un produit comme un nouveau cachet miracle qui va te permettre de ne plus avoir le cancer, comme on peut vendre un produit totalement dégueulasse qui va pourrir la planète et qui va tuer des gens. Parce que le marketing, c'est comme un couteau de cuisine, quoi. Tu peux tuer quelqu'un ou comme tu peux faire la cuisine. C'est ça, exactement. Donc le marketing est arrivé à une maturité aujourd'hui dans le fait que beaucoup de gens se méfient dès qu'on emploie le mot marketing parce qu'il y a une dérive aujourd'hui du marketing. Alors, tous les marketeurs sont des voleurs ou pas ? Question. Alors, que tu vois. C'est une très bonne question que tu poses là
Parce qu'en fait, c'est une question à laquelle tu peux répondre en fonction du point de vue de l'observateur. D'accord. On en parlait tout à l'heure un peu hors ligne, on va pas citer de nom, mais il y a des personnes pour qui, dès que tu vas dire marketing et vente, ça va être égal arnaque. Ça va pas plus loin que ça. Dès que le mec il fait du marketing ou qu'il fait de l'entrepreneuriat, c'est des arnaqueurs. Il y en a d'autres, en fonction de leur point de vue, qui vont dire « Ah mais non, en fait, le marketing, attends, c'est pas que ça. S'il y a une manière, regarde, ce mec-là, il a inventé un système pour filtrer l'eau dans les pays où l'eau elle a des bactéries, et il faut bien qu'il le vende, donc il va utiliser du marketing. Donc c'est pas un arnaqueur, il vend un produit extraordinaire. » Donc c'est en fonction du point de vue, en fonction de, on va dire, de l'élévation spirituelle de la personne, que le marketeur va être un arnaqueur ou pas. Donc tu penses que en fonction des choix stratégiques marketing que va faire un entrepreneur, tu peux arriver à ressentir un peu quel est le profil de la personne? Tu vois ce que je veux dire? C'est lié, tu penses? Ressentir dans sous quel angle? C'est-à-dire comme tu viens de dire, c'est un arnaqueur ou c'est un mec clean, quoi. Tu vois, je veux dire, en fonction de ses choix marketing, tu vas arriver à te dire... tu penses que ça influence aussi l'opinion que tu peux te faire de quelqu'un, en fait, finalement, le marketing? Oui, c'est sûr que dans le marketing, aujourd'hui, on va trouver ce qu'on appelle des mercenaires, par exemple, des marketeurs mercenaires, c'est-à-dire qu'ils vont faire du marketing pour du faux Viagra, de la fausse aspirine, des trucs complètement débiles, et après qu'ils vont faire aussi du marketing pour des pots de fleurs, pour des couches bébés. C'est des mercenaires, ils font de tout, ils s'en foutent, ils n'en ont rien à foutre, du moment que pour eux, ils vendent un produit qu'on les paye, ils vont le faire. Et il y a des marketeurs qui vont dire non, moi je fais pas ça, je suis spécialisé dans cette thématique-là, et si on me propose un produit qui sort de mes valeurs, je le fais pas. Donc c'est vrai que ça demande quand même une certaine expérience, une certaine, assise financière aussi pour pouvoir dire non aussi, parce que quand on débute dans le marketing, tu es un peu content d'avoir des clients, mais aussi, ça dénote aussi un marketing d'expérience qui dit donc un marketing de qualité après derrière. Oui, là, dans cette émission, ils ont l'habitude maintenant, ils ont compris la valeur du nom. Le nom a une valeur. Alors, surtout que, comme tu dis, quand on commence, c'est une erreur des entrepreneurs, ils ont tendance à dire oui à tout. Ah oui, alors qu'il faut apprendre à dire non. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Tu penses que, est-ce que tu penses que tu aurais un conseil en marketing à donner qui te semblerait important, qui te viendrait comme ça Un conseil pour un entrepreneur? Ouais. Peu importe, pour quelqu'un qui nous écoute, qui te saute aux yeux, que tu vois une erreur que tout le monde fait, que tu te dis mais pourquoi tout le monde fait ça, quoi? Ouais, ou, tu vois. Ouais. C'est tout simple, c'est un entrepreneur sans le marketing, il est mort. Voilà. Donc sans faire. Sans faire de marketing, il est quasiment cuit, parce que le produit aura beau être le plus beau produit, le plus séduisant, enfin toutes les belles caractéristiques d'un produit de réussite. S'il n'y a personne pour le vendre, personne ne va l'acheter. C'est clair. Donc tu vas te retrouver... Imaginons, moi j'aime bien toujours prendre l'exemple de la pilule miracle contre le cancer, tu vois. Imaginons demain, j'invente la pilule de guérison contre le cancer. Je vais dire, ça y est, j'ai trouvé le truc miraculeux, tu vois. Ok, mais si je ne sais pas le vendre, ce produit-là, demain, moi je dis j'ai la pilule miraculeuse pour le cancer, les gens ils vont me rire au nez. Ils vont me dire, mais t'es un putain d'arnaqueur, toi. Tu vois la pilule contre le cancer, mais ta pilule au sucre, tu peux te la fourrer, je pense, tu vois. Donc, tu vas rester avec un truc miraculeux que personne ne veut parce que tu ne sais pas persuader les gens pour le voir, pour acheter. Apprendre à mettre en scène son produit pour le vendre. À mettre en scène, expliquer d'où vient le produit, expliquer que c'est pas un truc chinois avec que du sucre, expliquer le bien fondé, pourquoi toi tu es allé dans cette histoire-là de trouver cette solution contre le cancer, toute l'histoire, toute la stratégie marketing qui va derrière pour que les gens disent putain, mais ça y est, il a trouvé le truc contre le cancer, donc je vais lui acheter son produit. Et je vais lui acheter peut-être même 1 million d'euros, le cacher, tu vois. Tandis que si demain, moi, je sors ça sur Internet, je dis j'ai trouvé la pilule contre le cancer, j'ai tout le monde qui va me rire au nez, tous les médecins qui vont m'attaquer, parce que je vais juste te dire, tiens, je te vends ce produit-là. Sans marketing, sans expliquer. Les tenants, les aboutissants, tout ça, et sans le mettre en scène. Et effectivement, un produit tout seul, il va sûrement mourir parce qu'en fait, il n'a pas de... il n'a pas de mise en scène. Ouais. Tu aimes le marketing ou tu n'aimes pas le marketing? Comment, toi, en tant que marketeur, tu vis ça comment de l'intérieur? Alors, justement, on peut faire un retour sur le côté au potentiel. Oui, j'adore le marketing. J'adore le marketing, pourquoi? Parce que c'est comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, comprendre comment il fonctionne, comment il réagit, et c'est arriver à persuader les gens. Alors, de manière positive, négative, là, il n'y a pas le débat, mais c'est arriver à faire passer des idées. Et quand tu es au potentiel et que tu as justement du mal à comprendre les gens et quand tu as du mal à expliquer les choses aux gens, c'est merveilleux quand tu tombes dans une thématique où justement tu as toutes les informations pour comprendre comment fonctionnent les gens et comprendre comment il faut parler aux gens pour qu'ils t'entendent. Voilà. Donc le marketing pour moi me passionne là-dedans parce que c'est
c'est comment dire, c'est la corne d'abondance pour moi de techniques et de méthodologies pour moi déjà tout court. Donc oui, j'adore le marketing. Et en plus de ça, c'est un outil de communication qui te permet de vendre des produits, des services qui sont extraordinaires et qui normalement resteraient dans un carton. Oui, c'est vrai. Donc il y a un double effet à la fois de compréhension humaine et à la fois d'évolution entrepreneuriale, économique énorme. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller? J'ai un livre qui s'appelle Devenir. C'est pas un livre de marketing, le mien. Hein. C'est pas un livre de marketing. En plus, je l'ai pas encore totalement lu, donc je pourrais pas me prononcer dessus. J'ai déjà beaucoup aimé la première partie. Alors, un livre que je pourrais recommander comme en marketing, pour les gens qui nous écoutent, un qui t'a marqué. Je vais t'en citer deux. Un qui est très bateau, que tout le monde doit sûrement connaître, c'est un livre de Robert Cialdini qui s'appelle... je sais plus en français comment on dit ça, c'est... Dis-le en anglais, c'est pas grave. En français, c'est Manipulation. Ah, j'ai plus le nom, ça y est. Ah, Influence et Manipulation. Influence et Manipulation de Robert Cialdini. Ah oui, d'accord. Qui est un excellent livre qui prend l'aperçu des gens. Il y en a un deuxième qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle la prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes. D'accord. Qui est une bible de marketing qui se lit très vite, qui est super intéressant. En français ou en anglais? Il y a les deux, il y a le français et l'anglais. D'accord. Et qui est vraiment, franchement, il faut le lire. Voilà. D'accord. Dans le marketing, dans l'entrepreneuriat, la prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes, voilà. Ça se lit facilement, c'est pour toi. Facilement, c'est très bien. Il y a des anecdotes, des trucs tirés du monde réel, parce que Chet Holmes était un entrepreneur qui a utilisé cette stratégie, donc à chaque fois, il y a des exemples pratiques. Et il y a des putains de stratégies de marketing qui sont toujours d'actualité dedans. D'accord. Bon, on est sur une émission financière. On va parler de la finance, hein, ça me paraît normal, je t'y emmène tout doucement. Money. C'est quoi ton avis sur la bourse et le monde de la finance avant de commencer par l'immobilier? Alors attends, d'abord on va un petit peu te situer parce que en même temps on est rentré directement, je vais quand même commencer par ça. Donc toi tu es entrepreneur depuis combien de temps? Oh, ça fait plus d'une quinzaine d'années maintenant. 15, ah ouais, ça fait 15 ans quand même, ouais, ça commence à faire, ouais. Et que entrepreneur web? Non, pas du tout. Non, au début, j'étais entrepreneur dans le monde physique, avec une vraie boutique physique, dans la communication, avec des machines qui marchaient. J'étais dans la communication sur tous les supports. Donc, en fait, c'est-à-dire que tu étais une agence de com, quoi. Une agence de com. Tu faisais des flyers, on produisait flyers, prospectus, banderoles publicitaires, PVC, plastique, t-shirts, textiles, tout ça. Donc oui, j'étais dans le monde totalement réel de l'entrepreneuriat. D'accord. Et tu as fait la bascule comment, en fait, avec le digital? Et j'ai fait la bascule quand je me suis rendu compte que je passais mes journées à faire de la manutention. Ce que j'appelle la manutention, c'est recharger des rouleaux de vinyle, faire de la sérigraphie, tout ça. Et je me disais, putain, je ne me vois pas faire ça toute ma vie, bosser des fois jusqu'à 5h du matin pour livrer un lot de 1000 t-shirts pour un client. Ah ouais. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça? Internet, moi j'étais déjà dedans puisque c'était une vitrine, mais je ne savais pas l'utiliser. Et quand j'ai commencé à voir que sur Internet, on pouvait automatiser beaucoup de choses, je me suis intéressé. Et c'est là, avec mon esprit de haut potentiel, où ça va très vite, ce que certaines personnes font la bascule en 5 ans, moi je l'ai fait peut-être en 6 mois par exemple. Voilà. C'est ce que j'allais te demander. Alors combien de temps tu as gardé ce truc-là de manutention, de cette boutique de com? Alors, tu l'as eu combien de temps? Très mauvais dans les dates, mais... J'ai l'impression de m'entendre. Attends, il faut que je réfléchisse. À la louche, je vais te dire peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans peut-être. 4-5 ans, tu as eu la boutique, voilà, 6 mois tu fais la bascule et tu travailles sur le web après, c'est ça? Et je bossais sur le web, ouais. D'accord, ouais. Et depuis, donc, tu es sur le web, donc quand tu dis que ça fait 15 ans que tu es entrepreneur, ça comprend la boutique aussi? Ça comprend la boutique, ouais. Donc 10 ans, on va dire, je fais une cote mal taillée, 10 ans sur le web, 5 ans avec la boutique. On va dire sur le web depuis le début. Ah oui, donc depuis j'ai le début, une connaissance du web depuis le début des 15 ans, mais j'ai pas une maîtrise des stratégies marketing. C'est-à-dire, j'utilisais le web parce que voilà. Il fallait y être, il fallait avoir une boutique, une vitrine, tout ça. Donc je connaissais déjà le web, comment ça fonctionnait, les mots-clés, etc., tout ça, mais ça s'arrêtait là, quoi. Je savais pas comment on pouvait monter l'entreprise purement numérique et automatisée. Et avant ça, tu as toujours été entrepreneur ou pas du tout? Et avant ça, pas du tout, non, j'étais salarié dans le monde du sport. Ah oui, d'accord, voilà, salarié dans le monde du sport. Combien de temps ça, sans indiscrétion, juste pour qu'on ait une notion? Un long calcul dans ma tête, 18, 19, 21, 22. J'ai dû faire ça pendant 4 ans, 4 ou 5 ans, je crois. Ah oui, d'accord, oui, ça te fait quand même, d'accord, ouais, bon, c'est bien. Alors, je suis mauvais dans les dates, donc tu vois, même si on fait chevaucher, peut-être qu'on tombe pas au compte juste, mais c'est dans les trucs. Non, mais je peux rien te dire, je suis exactement comme toi, ça me paraît normal. Ok, donc
Ouais, t'as un peu travaillé, après tu t'es mis à ton compte et t'as évolué là-dedans. Alors maintenant, je reviens à ma question de départ. Et ton rapport avec le monde de la finance, alors la bourse, tout ça, est-ce que tu t'es déjà intéressé à ce milieu-là ou pas du tout? Alors, la bourse, pas du tout. Enfin, oui, je me suis intéressé à la bourse, mais d'un point de vue de mes valeurs, ça ne correspond pas à mes valeurs, en fait, voilà. Le mot spéculation, pour moi, ne correspond pas à mes valeurs, puisque... alors, je remets pas en cause ceux qui font de la spéculation, c'est très bien, il en faut. Mais moi, à partir du moment où je considère l'entrepreneur comme quelqu'un qui prend un produit, qu'il transforme, qu'il améliore, et qu'il propose à des gens, en fait. Ça fait rigoler. Oui, ça me fait rigoler parce qu'en fait, il arrive que tu fasses rien en fait et que comme tu as bien acheté, tu revends. Enfin, c'est de la spéculation, mais ça me fait rire parce que. Non, mais c'est pour ça que moi, ceux qui vendent sur Alibaba et qui revendent, pour moi, c'est pareil. C'est de la spéculation. En fait, tu prends un produit, tu le revends derrière sans rien faire. C'est pas de l'entrepreneuriat tel que moi je le conçois dans mes valeurs. Hein. C'est pour ça. Ouais, je comprends. Voilà. Moi, l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut vraiment que les gens qui ont le produit à la fin, il y ait un changement dans leur vie, que ça leur permette d'évoluer. Comme je disais tout à l'heure, ça brise pas le rythme de la vie. Je t'améliore ta vie pour que tu deviennes meilleur et que ça améliore la société et que on évolue de manière positive. Ouais, donc la spéculation financière, tout ça, c'est pas ton délire, quoi. C'est pas mon délire du tout. Je sais que c'est très bien. Je sais que ça pourrait même m'aider financièrement à me développer plus rapidement tout ça. Mais comme c'est pas mon trip, c'est pas dans mes valeurs, je ne m'y intéresse pas du tout. Je dis pas que je m'y intéressais pas un jour, mais aujourd'hui c'est pas dans mes c'est pas mon truc. C'est pas ce que tu vises. Et l'immobilier alors, paradoxalement. Alors l'immobilier paradoxalement c'est quelque chose auquel je me suis pas intéressé non plus. Mais par contre c'est vrai que alors peut-être que c'est une croyance aussi. Hein, c'est vrai qu'on entend toujours dire vaut mieux investir dans la pierre, c'est une valeur sûre. Je pense que c'est encore une valeur sûre aujourd'hui d'investir dans la pierre, et notamment quand je vois au niveau familial, parce que ça me touche moi, puisque j'étais obligé d'investir dans l'immobilier, ne serait-ce que pour ma maison, et que je vois que dans pas longtemps on va avoir des successions dans la famille, et que donc il y a de l'immobilier au milieu. Effectivement, l'immobilier, ça devient intéressant quand tu vois que, dans mon cas, tu peux beaucoup perdre si tu t'y intéresses pas. Je ne dis pas qu'on peut beaucoup gagner parce que je ne maîtrise pas le sujet, mais je vois surtout qu'on peut beaucoup perdre si on ne s'intéresse pas. C'est intéressant ta vision, c'est intéressant, parce que tu vas y être confronté, donc tu réalises de par la confrontation. De par la confrontation, ouais. Alors, je vais juste me permettre de rebondir sur une chose que tu as dit, l'immobilier c'est un placement sûr, c'est plus sûr que les comptes en banque. Hein. Après, il y a plein on est d'accord, jusque-là, je suis entièrement d'accord. Non, mais voilà, erreur grave de laisser dormir son argent. Voilà, il vaut mieux qu'il soit dans de l'immobilier que sur un compte, c'est mon avis, mais bon, je suis peut-être... je sais plus comment on dit, le berger qui prêche sa paroisse, bon bref, tu vois ce que je veux dire. Et de toi, de l'extérieur, ça te paraît compliqué? Parce que du coup, c'est intéressant pour une fois que je suis avec quelqu'un qui a aucune notion de tout ça. Alors, est-ce que ça te paraît compliqué ou tu vois ce que je veux dire? Non. Alors, je vais te donner un raisonnement qui est un peu biaisé parce que je sais qu'on peut, quand on maîtrise pas un sujet, on peut le maîtriser rapidement et donc mieux le comprendre. Pour moi, l'immobilier me semble beaucoup plus simple que la bourse. Parce que, peut-être parce que c'est du bien réel, physique, tu le vois, tu peux le quantifier, tu peux le peser à la main, on va dire, quasiment. Donc, pour moi, l'immobilier me semble plus simple que la bourse à gérer, plus simple à gérer que la bourse. La bourse me paraît tellement, abstrait, immatériel et tellement soumis à des fluctuations rapides que, pour moi, il y a un voyant, un risque qui s'allume, qui fait que comme je ne maîtrise pas le sujet, pour moi, c'est risqué dans ma tête. Et c'est moins risqué pour moi l'immobilier parce qu'effectivement, il y a comme un paquebot, tu vois, l'immobilier va être lancé, et puis avant qu'on arrive à le détourner, tu vois, avant que la maison se dévalorise, ça va se compter en mois, en années, tout ça, alors que la bourse, des fois, ça fait des hauts, des bas. Encore une fois, j'y connais rien. Hein. Tu viens de tout résumer. Les avantages et les inconvénients de l'autre compensent les avantages et les inconvénients de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plus d'inertie en immobilier, spécifiquement en France, de par le système que nous, on a. Et du coup, ça te permet effectivement d'absorber, ou en tout cas de voir venir un problème et d'avoir le temps, plus ou moins, de te retourner. Mais à l'inverse, à l'opposé de la bourse, tu as besoin de ton argent, tu l'as tout de suite, quoi. Oui. L'immobilier, si tu en as besoin, des fois tu as besoin d'argent rapidement, faut pas. Et cette inertie, il faut pouvoir la gérer. C'est dans les deux sens, tu vois. Alors je sais que dans les deux cas, ce que je sais de sûr, c'est que dans l'immobilier, comme dans la bourse, tu es gagnant sur le long terme. C'est-à-dire que l'immobilier, il y en a souvent qui disent oui, dans la bourse, il y en a souvent qui disent ouais, je me suis planté, tout ça. Mais si tu regardes sur le long terme, tu peux être gagnant sur la bourse. Après, te dire, ok, j'investis, dans 6 mois, je récupère tout et je fais fortune. Moi, c'est un peu jouer au loto. Tu peux gagner comme tu perds. Par contre, c'est vrai que sur le long terme, dans la bourse, tu peux être très gagnant. Voilà.
En tout cas, c'est ma vision de la Bon, bourse. toi aujourd'hui, tu serais plus axé sur l'immobilier, un peu moins sur les marchés financiers. Oui, franchement, si je devais m'investir dans une de ces deux thématiques, j'irais dans l'immobilier en priorité. Hein. D'accord. On va finir parce que il faut que ça s'arrête à un moment donné, même si c'est super agréable. Tu as dit une chose qui m'intéresse. Est-ce que tu as déjà joué au loto? Oui. Ah, ça te gênerait de gagner au loto ou toi, tu t'en ficherais en fait? Tu vois ce que je veux dire? Tu le vivrais comment le gain du loto? Alors, je serais extrêmement content parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience financière de bien gérer mon argent. Si j'avais gagné au loto lorsque j'avais 24 ans, je pense que ça aurait été catastrophique. Parce que déjà, j'aurais grillé la moitié en ne sachant pas comment le placer, donc l'État m'aurait bouffé, je me serais assassiné. Deuxièmement, j'en aurais grillé encore un tiers pour me faire plaisir en m'achetant que des conneries. Et donc à la fin, il me serait resté de quoi payer mon psy dans ma dépression que j'aurais fait avec. Donc si aujourd'hui je gagne au loto, je saurais comment gérer mon argent pour que ça soit bien. Et en plus, avec le fait que je me sois construit de manière personnelle, je sais que j'aurai une utilisation bienveillante de cet argent pour l'utiliser pour faire des choses pour aider les gens. Voilà. Alors qu'à 24 ans, j'aurais peut-être fait ça pour me payer un jet ski, me payer une belle voiture, me payer une moto. Bon, ça aurait été bien sur le moment, mais voilà. Donc oui, gagner l'auto, oui, je pense que ça m'aiderait beaucoup dans ma mission de vie d'avoir 1, 2, 5, 10, 120 millions d'euros pour peut-être... oui, tu saurais quoi en faire en tout cas. Je saurais quoi en faire, carrément. Et tu n'aurais pas peur d'encaisser une grosse somme d'argent comme ça? Ah non. Malgré que, comme tu me dis, tu es à l'âge aujourd'hui, tu n'aurais pas une crainte de l'encaisser d'un coup et de pas... un brin du tout. Pas un brin du tout, c'est marrant. Pas un brin du tout. Et surtout que ça me plongerait dans l'immobilier, je pense, plus rapidement. Ah oui, ça, tu serais obligé. Voilà. Écoute, Siegfried, merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci d'avoir abordé ce sujet qui est somme toute pas simple, je trouve, mais c'était super agréable. Tu reviendras avec plaisir. Ouais. On fera des sujets éclectiques comme ça sur la potentialité. On a parlé de tout là. Hein, mais, écoute, voilà, l'émission se termine. Tu sais ce que tu as à faire. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut. Bye bye.